Donc pour la présentation de ce soir, je voulais vous faire une petite introduction donc, à la multisignature qui risque d'être un petit peu répétitif par rapport à ce que vous avez vu avant. Bon, c'est pour ça que je vais la faire en français pour un petit peu de changement. Sinon, bon voilà, donc ça va être orienté assez simple en fait sur l'intégration entre un service sécurisant, un wallet sécurisant déjà les transactions par de la multisignature aujourd'hui, qui est Green Address, et son intégration avec un hardware wallet simplifié, donc, qui a déjà été présenté dans un précédent meetup, sous le nom de BT Chip ou d'hardware wallet HW1. Donc aujourd'hui, ce produit-là est commercialement disponible. Donc bon, c'est pour ça qu'on a, je dirais, rajouté des nouvelles features sur le produit, et notamment la gestion de multisignature. Donc la présentation va être assez orientée sur la sécurité, de voir ce qu'un hardware wallet minimaliste en fait peut apporter pour sécuriser davantage les transactions de Bitcoin. Bon. Alors, je ne sais pas si le Mac a été complètement configuré. Ouais, je veux bien. D'accord. Donc, la particularité de ce wallet, je dirais, bon, comme tous les hardware wallets, son rôle est de garder les clés privées à l'intérieur de la carte, de signer sans révéler la clé privée. Mais, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'écran. Donc, il n'y a pas de possibilité, en fait, avec ce wallet, de valider une transaction qui est signée. Donc il manque une composante assez essentielle à la sécurité, qui est de savoir en fait ce qu'on est en train de signer et qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce qu'il y a un malware qui a corrompu une transaction? Est-ce qu'on signe vraiment ce qu'on voudrait signer? Donc on va voir justement comment la multisignature permet, d'une manière logicielle, d'éliminer ce problème. Déjà, qu'est-ce que c'est que la multisignature? Alors de façon très simple, vous voyez ce que c'est qu'une transaction Bitcoin. Dans une transaction Bitcoin, on associe une signature à un input. Donc pour valider qu'on a bien le droit de transférer un input à quelqu'un d'autre, on va signer cet input avec une clé privée. Multisignature, le transfert de cet input, donc le droit de dire que la transaction va être réellement effectuée, est lié à la possession de plusieurs clés. Ah. Bon. Ok, merci. Donc, on a plusieurs modèles de multisignature, comme on a pu voir. Là, je me concentre sur les deux modèles particuliers, donc, qui vont être, dans un premier temps, le 2 clés sur 2. Alors, 2 clés sur 2 voulant dire qu'on doit détenir 2 clés pour que la transaction soit effectivement réalisée. Donc, ça veut dire que l'utilisateur va détenir une clé. Une autre clé peut être détenue par un ami, donc par une entité quelconque, ou par un serveur. Ici, l'intérêt de détenir une clé par un serveur est que, bien évidemment, si ce serveur tombe, au final, on n'a aucune compromission. Donc on est sur un modèle qui est assez proche de la sécurité classique par un déverrouillage d'un système complexe par double clé. Ensuite, le 2 sur 3. Bon. Alors, le système 2 sur 3, ici, on a une fabrication en fait de tiers de confiance. Donc l'idée, c'est de dire, on a deux personnes sur 3 qui ont besoin d'être d'accord pour envoyer une transaction. Donc si on prend un exemple complètement classique d'un achat, on peut avoir un conflit entre l'acheteur et le vendeur. Ici, on va avoir un tiers de confiance qui va permettre de dire, si la transaction s'est bien passée, déjà, le tiers de confiance n'intervient pas, l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord, la transaction est réalisée normalement. Si la transaction s'est mal passée, du côté de l'acheteur, le tiers de confiance peut se mettre à sa place, et si elle s'est mal passée du côté du vendeur, le tiers de confiance peut se mettre à sa place. Donc c'est une façon assez naturelle, je dirais, de construire des services d'escroc, voilà, à la mode anglaise, donc avec une plaisanterie offerte au passage, qui ne va pas rendre très bien en anglais, donc désolé. Bon, quelques informations techniques minimales pour un petit peu comprendre ce que vous allez voir dans une adresse multisignature et pourquoi est-ce que certains clients, je dirais, ne les supportent pas encore aujourd'hui. Donc, déjà, Bitcoin, quand on réalise une transaction Bitcoin, en fait, on réalise l'exécution d'un script. Donc l'exécution d'un script, de façon très simple,
En général, on vérifie une signature et on dit OK, la signature est vérifiée, c'est bon. Pour une multisignature, on va rajouter différents paramètres. On va rajouter les clés sur lesquelles on souhaite vérifier, le nombre de clés et donc le M of n, qui veut dire le nombre de clés parmi ces clés devant être effectivement réalisées. Donc devant être effectivement vérifiées. Donc parmi ces signatures, on va en piocher M de n pour dire OK, la transaction peut être validée. Là-dessus, aujourd'hui, je dirais ça, c'est l'implémentation originale. Donc cette implémentation originale a été modifiée, puisque dans son introduction de concept, en fait, elle plaçait la complexité de la transaction chez l'envoyeur. Ce qui veut dire une modification assez générale des clients qui nécessitait de savoir, au final, comment l'adresse multisignature était composée. Donc ça rajoutait, je dirais, encore plus de complexité, et ça rendait la chose pas franchement user-friendly. Mais jouer avec ce concept-là, aujourd'hui, c'est une bonne façon, je dirais, de s'apercevoir en jouant avec les mains, notamment ce que c'est qu'une multisignature originale. Mais c'est pas ça qu'on utilise dans la vraie vie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va utiliser des adresses multisignatures dites P2SH, ou Pay to Script Hash, également appelées BIP16. Donc ces adresses, en fait, sont des adresses composées par un hash du script précédent. Donc au lieu de hasher une clé publique, on va hasher un script, donc le type de script précédent qu'on a vu. Et leur particularité, par la façon dont ce script est composé, est qu'elles vont commencer par le chiffre 3. Contrairement pour MainNet, c'est-à-dire pour le réseau principal, contrairement aux adresses classiques qui commencent par le chiffre 1. Si déjà vous voyez une adresse qui commence par le chiffre 3, vous êtes sur une adresse P2SH. Et aujourd'hui, je dirais, un très très grand nombre, voire la majorité des adresses P2SH en circulation, sont des adresses de multisignature. On peut hacher n'importe quel script, mais bon, plus spécifiquement, ici, les scripts de multisignature. Le gros avantage de ce format-là, c'est qu'on peut du coup envoyer des fonds depuis n'importe quel client vers une adresse de ce type-là. On n'a pas besoin au final de savoir comment l'adresse est composée, on doit juste savoir qu'on a une adresse multisignature, et ensuite le client se débrouille. On n'a pas de recomposition de clés, de recomposition de permutation à faire, ça se fait assez naturellement. Avec quand même une petite modification. Donc, certains clients, aujourd'hui je pense que la majorité doivent le supporter, et certains clients spécifiques ou mobiles peuvent peut-être ne pas encore tout à fait le supporter. Donc, quelques petites particularités. Encore une fois, ça devrait être assez transparent, sauf si vous les manipulez à la main. Donc, dans un premier temps, quand on propose une adresse P2SH, l'ordre des clés est important, puisque vu qu'on hash un script, au final, si on inverse l'ordre des clés, ou si on inverse l'ordre des clés, je dirais, quand on propose ce script, on va se retrouver avec un script différent, donc une adresse différente. Je parle de malléabilité d'adresse, même si ce n'est pas un terme exact, c'est pour dire, bon, voilà, on va avoir des adresses qui, au final, représentent la même logique, mais ne sont pas les mêmes. D'où conflit possible, je dirais, quand on reçoit des fonds sur ces adresses selon les différents clients. Ensuite, aujourd'hui, 2 sur 2 et 2 sur 3, par les règles qui sont mises dans le client Bitcoin sur, je dirais, les mineurs classiques et la taille des transactions, sont les transactions principales qui sont supportées. Aujourd'hui, si on souhaite consommer une transaction prenant plus de clés, on risque de ne pouvoir la broadcaster, je dirais, que sur certains nœuds particuliers. Donc ça peut être un risque supplémentaire, mais qui vont s'adresser essentiellement aux personnes qui vont faire des tests manuels. Juste au cas où je le mentionne. Donc maintenant, l'implémentation de Green Address. Donc Green Address fonctionne sur une implémentation two of two, où l'utilisateur a une clé et le serveur agit en fait comme le deuxième lecteur de la clé. Donc la spécificité, c'est que cette clé-là va être débloquée sur présentation d'un second facteur. Donc une transaction sur Green Address se passe de cette forme-là. On a un utilisateur très intéressé par Bitcoin, avec une moustache, qui va donc demander un paiement à Green Address, puisqu'au final, bon, ça fonctionne comme un wallet web, même si ce n'est pas purement un wallet web, on va voir ça après. Green Address va envoyer un SMS de confirmation donc pour demander en fait un code à l'utilisateur qui va permettre de déverrouiller la clé utilisée par Green Address. L'utilisateur lui signe sa partie de la transaction. Si le second facteur correspond bien à ce que l'utilisateur souhaitait signer, l'utilisateur tape le code PIN. Green Address, à la réception du code PIN, va déverrouiller cette clé-là et va signer sa partie de la transaction. Donc ici, on a un exemple typique de 2 sur 2 avec un serveur qui sert en fait à assurer une sécurité qui serait
similaire à celle d'un wallet hardware disposant d'un écran, donc type Trésor. Maintenant, si on regarde à quel type de problème de sécurité on s'expose dans un environnement, je dirais, quand on manipule des bitcoins, on peut faire face à plusieurs types de malware. Donc on va avoir déjà, je dirais, des malwares les malwares les plus élémentaires, qui vont juste récupérer des clés privées partout où ils peuvent. Des malwares absolument pas intelligents, mais toujours efficaces aujourd'hui. Surtout si je dirais, on ne chiffre pas ses clés privées sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc, ces malwares-là peuvent entraîner des vols de clés privées. Donc ça, on empêche ça, justement, typiquement avec des hardware wallets, puisque les clés ne sont pas exposées, ou avec des techniques de multisignature de ce type-là. Parce que dans ce cas-là, un malware qui récupérerait une clé ne récupérerait en fait que la moitié, ou moins, de toutes les clés nécessaires pour déverrouiller les fonds et pour accéder au Bitcoin. Ensuite, on peut supposer qu'on a affaire à des malwares un peu plus intelligents. Donc un malware plus intelligent, ça serait par exemple un malware qui modifie à la volée une demande de transaction signée. Donc un malware qui tenterait d'utiliser un hardware wallet ne confirmant pas les transactions comme un Oracle. Dans ce cas-là, on a toujours la clé privée, on peut lui demander de signer n'importe quoi. Et là, on est dans un cas typique, on a besoin d'un second facteur pour savoir ce qui se passe. Autrement, on aura l'impression d'être sécurisé, mais on va toujours signer, on va signer par quelque chose qu'on ne souhaitait pas signer, et on risque de perdre des bitcoins suite à ça. Ensuite, on pourrait aussi imaginer un malware qui cette fois-ci agit au niveau soit du PC, soit du réseau extérieur, et qui modifierait toutes les adresses Bitcoin affichées à l'utilisateur. Donc, imaginons, on va sur une page, et pour payer aujourd'hui, au lieu d'une adresse, le malware en afficherait simplement une autre. Là, on est face à un problème effectivement complexe à résoudre. On peut le résoudre de façon partielle avec le payment protocol qui va permettre d'associer en fait un nom à une adresse, un peu comme le ferait aujourd'hui une forme, je dirais, de DNS sécurisé, puisque on aurait un certificat qui est associé à une adresse et disant cette adresse appartient à cette personne. Mais là, on en revient au problème typique d'une PKI. Donc, comment est-ce qu'on fait confiance au certificat? Comment est-ce qu'on vérifie qu'un certificat a bien été émis par une autorisation, par une autorité qui avait le droit d'émettre un certificat pour ce qu'elle certifie? Donc, je dirais, ça reste un problème aujourd'hui ça reste quand même un problème assez ennuyeux. Donc, le type, dans les différents problèmes de sécurité, un détail important ici est que les problèmes de sécurité peuvent se répercuter, je dirais, selon le type de client qu'on utilise, d'une architecture à une autre. Donc si on considère aujourd'hui qu'un serveur est compromis, et que l'on utilise un client web, eh bien dans ce cas-là, l'attaquant, je dirais, va compromettre à la fois le serveur et le client. Donc ça peut être un problème typiquement si on utilise un wallet multisignature basé sur une architecture purement web. En fait, une compromission du serveur compromettrait à la fois le serveur et le client, de façon triviale, puisque au final, le serveur ne fait que servir des pages web au client. Donc tout JavaScript, même reçu du serveur, pourrait aussi être corrompu. Donc selon le degré, je dirais, d'attaque effectuée, le système complet peut être compromis avec une architecture aussi. Alors pour ça, j'isolais en fait une notion de client web riche. Alors, un client web riche, ça va ressembler beaucoup à un client web, mais en fait, ça va s'exécuter dans une application du navigateur. Donc aujourd'hui, on a pas mal de navigateurs qui permettent de faire ça. Je dirais le plus célèbre, c'est Chrome, puisqu'on peut avoir des applications tournant en Chrome et qu'on va pouvoir télécharger dans la Chrome Store. Donc, si on est sur un système comme ça, aujourd'hui, pour compromettre l'intégralité du système, l'attaquant devrait compromettre à la fois le serveur et la Chrome Store, puisque l'application n'est pas en fait hébergée par le serveur, l'application est hébergée sur une boutique externe. Donc on ajoute encore une notion de sécurité supplémentaire, une barrière avec ce type d'architecture. Parce que là, on est sur du compromis multiple et sur des services qui sont quand même censés être assez sécurisés. Si on est sur un client riche, on est sur la même problématique, puisque là, on doit avoir une compromission double, je dirais, soit du service, soit du PC. Et en plus, un client riche, souvent, ne va pas avoir besoin de serveur, donc ça limite le problème. Le client riche est directement en interaction avec la blockchain. Là-dessus, je faisais apparaître un réseau interne pour justement mettre l'accent sur des problématiques de remplacement complet d'adresses qu'on avait pu voir. Même si on est sur du HTTPS, on pourrait imaginer
qu'on a un malware en local qui s'amuse à re-signer les certificats au vol et à présenter des certificats différents. Donc là-dessus, on est, je dirais, sur une confiance nécessaire de l'utilisateur et sur une vérification de ce qui est fait, ce qui est par définition assez délicat et assez difficile en fait. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne qui vérifie un certificat quand il se connecte sur un site web. On voit que le certificat est émis par un nom qui ressemble, je dirais, au site web sur lequel on se connecte, on ne va pas vraiment chercher plus loin. Bon, je devais faire une démo, mais là je pense que ça va être compliqué. Donc, bon, pour ceux qui voudraient voir une démo de Green Address, je peux en faire une, je dirais par la suite, ou vous pouvez vérifier, vous pouvez regarder ça assez simplement avec ou sans carte. Qu'est-ce qu'on a apporté donc, en intégrant un wallet à Green Address, puisqu'on voit que Green Address en lui-même, déjà, par son système de second facteur, se protège déjà de façon assez efficace contre les attaques de différents types. Le wallet permet d'être sûr que la clé privée, donc détenue par l'utilisateur, ne peut jamais être récupérée. Ce qui veut dire qu'on limite encore une fois la surface d'attaque sur le wallet. Donc là, on est sur une sécurité de type progressive. On a fait pas mal de choses avec la multisignature. Et on apporte encore une sécurité supplémentaire avec un hardware wallet simplifié. Donc, on ne peut pas récupérer les clés, ce qui veut dire qu'on peut toujours se loguer de façon sécurisée à son wallet. On n'a pas de PIN, on n'a pas de mot de passe, on n'a rien. On a juste une signature, je dirais, qui est effectuée pour se loguer. Comme on pourrait le faire avec un protocole type BitID. Donc on est sur une notion en fait, d'authentification par preuve de détention d'une clé privée. Ce qui est aujourd'hui une notion assez populaire, je dirais, dans le domaine du web et dans le domaine des nouvelles fonctions d'authentification. Ensuite, le système pourrait toujours agir comme un oracle, c'est-à-dire on pourrait toujours considérer qu'un système va exécuter du code quand la clé est connectée pour signer des choses. Ça, c'est vrai, je dirais aujourd'hui on ne peut pas se protéger contre ces attaques avec ce type de wallet, c'est pas le but, puisque justement le second facteur protège contre ce type d'attaque. Et si on souhaitait, je dirais, vraiment le faire, même l'attaque serait limitée au moment où Dongle est connecté. Donc on limite encore une fois la surface d'attaque. Voilà, la sécurité c'est un ensemble, et ici on rend les choses de plus en plus sûres, je dirais, par petites couches progressives. Très important niveau sécurité, on a toujours besoin par contre de stocker son second facteur, de recevoir son second facteur sur une méthode qui ne peut pas être observée, qui ne peut pas être modifiée par du soft. Donc, idéalement, le meilleur second facteur aujourd'hui, c'est un SMS qu'on recevrait sur un feature phone. Alors, bon, encore une fois, c'est assez théorique, je dis feature phone parce qu'on ne peut pas installer d'application dessus, ce qui supposerait pour la plupart des gens qu'on a deux téléphones, donc un dont on se sert et un dont on se sert pour recevoir des confirmations de second facteur. Bon, je ne pense pas que ça arrivera tous les jours. Donc aujourd'hui, un SMS sur un téléphone, je dirais, dans lequel on a relativement confiance, ça peut être une approximation suffisante. Bon, en tout cas, ce qu'il ne faut certainement pas faire sur un second facteur, c'est choisir un mail comme second facteur et un mail qu'on est capable de voir sur le device sur lequel déjà on réalise la première opération. Parce que là, sinon, on n'a plus de second facteur. Concrètement, on a la même chose sur la même application, sur le même ordinateur. S'il est compromis, au final, on a tout perdu. Donc, là-dessus, on va dire, ok, on a de la multisignature 2 sur 2, on a apporté une sécurité supplémentaire, mais au final, si on a un wallet hardware qui sait aussi confirmer une transaction, on a à peu près le même niveau de sécurité. Donc, à quoi sert au final la signature 2 sur 2 sur ce type de choses? On peut avoir des fonctionnalités, cette fois-ci, je dirais, business différentes, puisque le fait d'avoir un oracle qui permet de confirmer toutes les transactions et par lequel toutes les transactions vont passer, permet de construire des services. Alors, ici, un exemple simple, on peut utiliser le fait d'avoir un serveur qui sait faire, qui je dirais, signe, qui voit passer toutes les transactions, pour réaliser un service de confirmation instantanée. Donc, service de confirmation instantanée, qui va être valide, puisqu'au final, toutes les transactions qui consomment une adresse détenue par Green Address passent par Green Address. Donc, Green Address les voit, donc Green Address peut dire il n'y a pas de double spend possible sur ce type de transaction. Donc ça, aujourd'hui, ça a une valeur, je dirais, assez intéressante, puisque ça permet d'avoir des transactions qui sont marquées comme pouvant être de confiance instantanément, je dirais, sans attendre aucune confirmation. On les voit passer, on sait qu'elles sont immédiatement de confiance, puisque obligatoirement elles ont nécessité une confirmation par les deux acteurs, donc à la fois par l'utilisateur et par Green Address.
qui ne peut donc pas tenter de double dépense. Autrement, se protéger contre les doubles dépenses, je dirais, c'est possible. Ça reste assez compliqué à faire de façon stable, de façon fiable, je dirais. On peut se fixer des règles arbitraires, on peut dire on attend une confirmation, mais là déjà on a perdu les 3/4 de ses clients. On peut dire on n'attend pas de confirmation, mais on attend 30 secondes. Là on court des risques. Enfin bon, voilà, je dirais c'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui pourra être, qui pourra faire l'objet d'une prochaine discussion, je dirais, dans une prochaine présentation. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Next, Emilien. C'est le même. Bon, je vais profiter que Adrien est en train de préparer pour me présenter rapidement. Je suis Emilien Dutan et donc je suis l'associé d'Adrien sur deux sites qui sont BTC Oracle, un broker d'options binaires en fait, donc un truc où on peut plus ou moins jouer. Et on a aussi Master Exchange qui est un exchange, comme son nom l'indique, mais on est spécialisé dans ce qu'on appelle les coins 2.0, c'est-à-dire Mastercoin, MedSafeCoin. Bon voilà, donc Master Exchange, comme son nom l'indique, c'est une marketplace de Bitcoin 2.0. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle Bitcoin 2.0? Alors déjà, c'est un nom qui est très marketing, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est mieux que Bitcoin, même si c'est probablement l'idée que les gens qui ont choisi le terme avaient dans la tête. Comment ça marche ça? Ok. Donc Bitcoin 2.0, c'est des protocoles qui sont basés sur le principe de la blockchain. Parce qu'en fait, la blockchain, en plus de Bitcoin, elle permet de faire énormément d'autres applications. Notamment, donc ils ont repris le principe de la blockchain, les coins 2.0, et ce qu'elles permettent de faire, c'est de représenter tout un tas de propriétés, voire de faire des échanges distribués, des choses comme ça. Donc par exemple, ça permet de représenter des actions. On pourrait avoir les actions de la maison du Bitcoin qui seraient par exemple sur Counterparty ou sur Mastercoin, et on pourrait les échanger via ces réseaux-là. Donc ce qui est intéressant dans ces réseaux, c'est que déjà ils n'ont pas tous les mêmes architectures. Counterparty et Mastercoin par exemple, et NXT, pardon, pas NXT, Counterparty, Mastercoin, ColoredCoin, tous les trois, ils sont on top de Bitcoin, c'est-à-dire que les gens ont programmé des protocoles et ont mis ces coins au-dessus de Bitcoin. Donc quand vous échangez par exemple des ColoredCoin ou des Counterparty, vous les échangez en faisant des transactions Bitcoin qui ont l'air, elles sont un petit peu différentes, mais elles ressemblent à des transactions Bitcoin ordinaires. Et un des intérêts de ces protocoles, notamment, c'est qu'ils permettent aussi de faire ce qu'on appelle des échanges distribués, c'est-à-dire de les trader directement sans passer par un exchange. Donc, pour expliquer rapidement notre histoire, en fait, nous on faisait donc BTC Oracle, qui était un site d'options binaires, donc vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse sur le cours du Bitcoin. Et il était un petit peu en perte de vitesse en novembre-décembre de l'année dernière. Bon, maintenant il est en regain de vitesse, comme quoi ça change souvent. Et à ce moment-là, on s'est intéressé à Mastercoin, qui était très prometteur à l'époque. Et les gens tradaient les Mastercoins sur un forum Bitcoin Talk. Donc c'était vraiment artisanal. Moi je vends à tel prix, moi j'achète à tel prix. Donc on s'est dit, il y a un réel besoin, on va créer un exchange. Et c'est comme ça qu'on a fait Master Exchange. Et petit point à part, nous en fait on fonctionne vachement en ligne, c'est-à-dire on essaye de se dire quel est un besoin des gens, quelle réponse on peut y apporter. On essaye, si ça fonctionne, on creuse. Si ça fonctionne pas, on a tendance à passer à autre chose et pas forcément traîner sur des pistes qui fonctionnent pas terribles ou des choses comme ça.
Donc voilà, la méthode Lean, rapidement, c'est ça. C'est genre, si vous avez une idée, est-ce que vous pouvez la faire en 2 jours? Si vous pouvez la faire, essayez, vous verrez bien si ça marche ou si ça marche pas, plutôt que de passer des mois Enfin bon, c'est un petit peu ça la philosophie. Donc Master Exchange, alors notre focus principal, c'est sur la sécurité, c'est-à-dire que les fonds, on les stocke à 100% sur une machine qui est offline, c'est-à-dire cette machine, elle va Internet juste au moment où on fait les paiements, et le reste du temps, elle est 100% offline. Donc on est spécialisé sur les coins 2.0, et donc on a une architecture qui est complètement distribuée, où on a un serveur web qui fait que la gestion du web, c'est-à-dire les requêtes HTTP, etc., avec le serveur Apache. Il se connecte à un autre serveur distant pour savoir quels sont les dépôts. On a un serveur en fait où il y a des démons qui tournent, qui sont que des démons, si j'ose dire, de lecture. C'est-à-dire ils n'ont pas de coin, mais ils sont capables de savoir s'il y a des dépôts sur notre échange. Et enfin, on a le serveur offline qui lui est tout le temps déconnecté et il va récupérer en remote les paiements à faire. Ensuite, il peut les renvoyer. Et donc, alors un des avantages et un des inconvénients de notre méthode de ne pas avoir de hot wallet, c'est que du coup, en fait, nous notre idée, c'était, comme on voulait vraiment se focaliser sur la sécurité, c'était de review tous les withdrawals. Quelqu'un fait un withdrawal, bon bah, on review rapidement, c'est-à-dire on a des algorithmes automatiques qui le font, qui regardent l'historique de la personne, est-ce que c'est cohérent ce qu'elle a déposé, ce qu'elle a tradé et ce qu'elle va retirer. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que du coup, c'est de ne pas avoir de hot wallet. Si vous faites des reviews manuelles, ça veut dire que vos withdrawals, vous ne pouvez pas les faire en permanence. Et finalement, même si dans l'absolu, c'est quelque chose qui nous aide dans le sens où c'est impossible qu'on soit hacké, c'est un reproche qui nous est souvent fait par les clients. Donc, on va peut-être évoluer de cette architecture, c'est-à-dire en automatisant à moitié la partie offline et en rajoutant un serveur de cold storage. Mais bon, en gros, si vous voulez, l'offline, c'est la cold storage en même temps. Alors, aujourd'hui, les besoins qu'on a, en fait, on voudrait surtout améliorer et redesigner notre front-end, parce qu'il est pas terrible vu que c'est nous qui l'avons fait. On le trouve quand même correct, c'est-à-dire on est assez content de nous par rapport à nos capacités web, mais ça reste quand même du bootstrap de base. Ensuite, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des mois où on fait pas mal de revenus, d'autres pas terribles. C'est comme là, ces temps-ci, par exemple, il y a des jours où on fait un volume de 100-120 bitcoins, puis il y a des jours où on fait un volume de 3-4 bitcoins. Donc si vous voulez, les jours où on fait 100 bitcoins de volume, ça va, les autres, c'est pas terrible. Et l'inconvénient, comme on n'a pas d'autres revenus, c'est qu'on a tendance à se focaliser un petit peu sur la croissance de nos revenus et pas sur la croissance tout court de notre nombre d'utilisateurs, de la satisfaction de nos utilisateurs, et on n'a pas forcément les moyens de développer, de mettre en place tout ce qu'on voudrait faire. Donc du coup, on va faire appel à des investisseurs via notre site. Bon, on a prévu le 31 octobre pour l'instant. En départ, c'est pas tant une idée de nous qu'une idée de nos utilisateurs. Nos utilisateurs, certains nous ont fréquemment réclamé est-ce que c'était possible d'être partenaire de Master Exchange. Donc voilà, si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez venir nous en parler. Alors, nos projets, c'est de devenir leader sur ce marché, enfin un des leaders du Bitcoin 2.0. Alors déjà, on est leader sur deux coins, enfin deux grosses coins entre guillemets, MedSafeCoin et Mastercoin. Alors Mastercoin, je vous avoue que c'est pas terrible en ce moment, c'est pas la coin qui a le vent le plus en poupe. Par contre, MedSafeCoin, à ma grande surprise, d'ailleurs je dois le reconnaître, c'est un truc qui buzz pas mal et qui est un peu prometteur, et en fait c'est l'asset 2.0 qui est le plus tradé aujourd'hui. C'est-à-dire si vous regardez sur CoinMarketCap la liste en trading de volume des assets, c'est vraiment MedSafeCoin qui est le plus tradé aujourd'hui, et c'est quasiment, enfin 95%, c'est quasiment tout chez nous. Et on pense que c'est un marché qui peut avoir une forte croissance, notamment il y a Overstock qui va arriver sur ce marché. Ils ont annoncé qu'ils veulent utiliser Counterparty pour faire un espèce de stock exchange aussi. Alors je ne sais pas les détails parce que c'est sorti hier, mais c'est prometteur. Il y a Ethereum qui ont quand même raise, si je ne dis pas de bêtises, 23 000 bitcoins ou 26 000. Donc c'est aussi... Ethereum en fait c'est un peu le même genre de projet. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est encore ce qu'on appelle une coin de zéro. Et l'autre axe qu'on voudrait développer, c'est faire le même genre de choses qu'on fait avec BTC Oracle, c'est-à-dire développer un petit peu le marché des dérivatives. Alors ce qu'on aimerait faire pour les dérivatives, c'est ne pas être contrepartie. Sur BTC Oracle, on est contrepartie. Alors qu'est-ce que ça veut dire être contrepartie quand vous fournissez un dérivé financier? Ça veut dire que vous prenez vous le risque et que c'est vous qui calculez la valuation de votre option, de votre put, de votre call. En fait, ce qu'on voudrait faire là avec Master Exchange, c'est proposer un moyen aux utilisateurs de mettre des sous en collatéral et de créer eux-mêmes leurs produits financiers, en fait de leur proposer une interface pour le faire. Parce qu'on pense qu'il y a un besoin
dans les produits dérivés dans le monde du Bitcoin, genre. Alors, quelques chiffres, on a à peu près 500 visiteurs qui viennent tous les jours. Sur les 8 mois, on a fait 11 000 bitcoins de turnover, donc de volume de trading, et on est leader sur les deux marchés dont j'ai parlé, avec des volumes qui sont très très variables, c'est-à-dire qui peuvent monter les bons jours, les très bons jours à 100, 150 bitcoins, et le reste du temps qui sont pas terribles, parce que en fait notre volume principal aujourd'hui c'est Metsafe Coin. Et je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai essayé de faire quelque chose de rapide. Je remercie aussi Karl Schaap, parce que voilà, c'est lui qui organise à chaque fois les Bitcoin Startup Meetup, et c'est un ancien de la communauté, The Family d'avoir hébergé cet événement qui est magnifique, et Yves Laurent qui nous a payé l'apéritif. Puis merci à vous d'être là ce soir, donc si vous avez des questions. Le crowdfunding du 31 octobre, il va se présenter sous quelle forme? Alors en gros, on veut émettre des titres de propriété de Master Exchange et les considérer de la même manière que entre guillemets les nôtres. Et le mécanisme qu'on va utiliser, c'est un mécanisme qui s'appelle le Dutch Auction IPO, le Dutch Auction, pardon. C'est un mécanisme où en fait les gens font des enchères à l'aveugle. On va mettre les détails du fonctionnement, on les a pas encore mis sur le site parce qu'on est encore en train de réfléchir sur les derniers aspects. Et en gros, ça sera en Bitcoin. Voilà. Si tu veux plus de détails, on peut en discuter. Bonsoir, James Nakas, organisateur du Meetup FinTech Startups. J'adore quand vous parlez de produits dérivés, c'est de la balle. Il me semble que Bitfinex fait ça sur les bitcoins, avoir une contrepartie où il propose aux gens de faire partie du pot de la contrepartie. Donc en fait, vous visez vraiment ce modèle-là de... Tout à fait, bon, en effet, Bitfinex propose ça, c'est-à-dire que Bitfinex propose d'emprunter aux utilisateurs soit des bitcoins, soit des dollars, et du coup de faire ce qu'on appelle du trading leveragé dessus. Nous, on pensait plus à proposer des choses comme des puts, des calls, des CFD, etc. Mais en soi, oui, si on avait... En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de marché dollar et euro, et il faut un marché euro et dollar. C'est-à-dire on fait pas de dépôt d'euros de dollars, il faut un marché comme ça pour pouvoir faire du trading leveragé sur ces devises directement. Après, c'est possible de faire des produits dérivés en se pluguant sur des feeds, des choses comme ça. Donc, mais du coup, pour l'instant, dans un premier temps, on devrait faire des trucs simples, c'est-à-dire des options binaires, éventuellement des CFD, des choses comme ça. Donc on est en train de regarder comment on peut le faire en parallèle de ce qu'on fait. Mais oui, dans l'idée, Bitfinex, c'est vrai qu'ils ont fait... c'est celui qui marche le mieux. On le leverage aujourd'hui. Si vous voulez vous plugger sur l'euro-dollar, venez au Meetup FinTech Startups. On a pas mal d'ici. Ça m'intéresse. D'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, tu veux conclure? Merci Emilien pour ta présentation. Non, je voulais dire, je vous invite à prendre un petit pot, merci d'être venu et puis à se voir et à discuter, ceux qui viennent souvent ont l'habitude. Voilà, merci encore pour l'accueil The Family et puis à très bientôt.